Merci de votre fidélité à cette émission sur Niwa d'Info 1. Bonsoir et bienvenue dans le décryptage de ce jeudi. On va parler du Sénégal. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste, l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonkoran Branco, écroué dimanche dernier à Dakar, au Sénégal, en lien avec de récents troubles dont le pays a été libéré lundi sous contrôle judiciaire avant d'être expulsé vers la France. C'était évident que les autorités sénégalaises n'auraient rien à obtenir de l'arrestation du jeune avocat. Ben, c'est ce que j'avais dit ici sur le plateau. Il n'avait pas encore été arrêté. Quand on a dit qu'il était à Dakar, d'abord c'est un avocat, donc il a un doctorat en droit. Il sait exactement ce qu'il faisait. Il savait également ce qu'il risquait et ce qu'il ne risquait pas. C'est quelque chose qu'il a fait en prenant véritablement des mesures. Il est de nationalité française dans le cadre des relations entre la France et le Sénégal. Le Sénégal allait s'encombrer d'un prisonnier français parce que ces pays tiennent aux droits de leurs citoyens. Et je crois que ça fait partie des leçons qu'on doit pouvoir tirer dans ce genre de situation. Même quand leurs citoyens a tort dans un pays, ils veulent que les règles soient respectées. Parce que c'est un citoyen de leur pays et eux, ils protègent leurs citoyens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur pays. Et Juan était conscient de tout ça. Il savait que la France n'allait pas le laisser entre les mains de soldats sénégalais qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il est également un avocat. La dame qui est bâtonnier des avocats au niveau de la France, mais a fait une sortie très forte pour dire non. Qu'on le laisse tranquille, c'est un avocat, c'est pas comme ça qu'on l'attrape, c'est pas comme ça qu'on le juge, puisqu'ils ont ce qu'on appelle une exception de juridiction. Il y a une façon de faire qui n'a pas été respectée. Il a lui-même dénoncé les conditions de son arrestation à la frontière Tout à fait. mauritanienne. Il ne parle pas d'arrestation. De D'arrestation. kidnapping. Voilà, il parle de De kidnapping kidnapping. par des gens qui portaient des cagoules. On lui a caché lui-même les yeux pour venir le remettre à des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Mais ce qui est clair dedans, c'est que lui, il a obtenu ce qu'il cherchait. Qu'est-ce qu'il cherchait donc? La médiatisation. C'est quelqu'un qui aime la médiatisation. Et pratiquement pendant toute cette semaine, on ne parlait que de lui. Il est rentré au Sénégal, il est passé où? Il se cache où? On est en train de le chercher. Il paraît qu'il est en train de vouloir quitter le Sénégal. On l'a attrapé toute la semaine. C'est de ça qu'on parle. Quand il est retourné en France, la première chose qu'il a eu à faire, c'était quoi? Une conférence de presse. Oui. Qui a été suivie puisque tout le monde voulait l'entendre sur un certain nombre de questions. Donc lui, qui voulait se montrer défenseur de son coup et qui voulait montrer qu'il était prêt vraiment à prendre des risques. Puisqu'il l'a dit quand il est venu au Sénégal, j'ai Oui. pris des risques et je sais que j'ai pris des risques, mais il fallait le faire pour défendre son client. Sur ce plan-là, il a réussi. Bon, c'est l'État du Sénégal qui s'est retrouvé dans une posture extrêmement difficile au départ, de sorte qu'on a mis à la limite tout ce qui était possible pour attraper ce monsieur, pour que l'État du Sénégal montre qu'on l'a attrapé, puisqu'il est rentré, il s'est promené. Ben, quand on l'a attrapé, il avait d'ailleurs même déjà quitté le territoire Le sénégalais territoire pour dire sénégalais. la vérité. Mais le Sénégal avait besoin de ça. Bon, on a essayé de l'humilier, on l'a amené en prison à Rebus, dans une prison surpeuplée, un peu pour le faire souffrir un peu. Mais bon, lui, il en a profité pour regarder ce qui se passe dans la prison et il remercie. Justement, lors de cette conférence de presse tenue à Paris, Juan Branco a dénoncé des arrestations, des emprisonnements de certains détenus qu'il qualifie de prisonniers politiques. Il a donné en chiffre 3000 personnes, Oui, mais selon lui. faut pas oublier que Juan Branco a déjà déposé un dossier contre le Sénégal en France, mais également au niveau de la CPI. Bon, contre le Sénégal, Oui, contre le président du du Sénégal Sénégal. en particulier. Mais vous lui donnez maintenant l'occasion, D'avoir avec des... ses propres yeux, de voir. C'est ce qu'il a dit clairement. Ils ont fait l'erreur de lui faire voir. Parce qu'arrivé là-bas, il a trouvé des gens qui ont été blessés par balle. Il a trouvé des gens qui ont été torturés. C'est lui qui le dit. Il y a les traces de torture sur ces personnes. Il a trouvé une prison qui est plus que bombée, remplie de gens. Mais très certainement, il en a profité également pour collecter des informations. Puisque quand il est arrivé au Sénégal, ça fait partie également de ce qu'il a fait. Il n'est pas allé à la conférence de presse seulement. Durant la période où il était là-bas, le jeune qui est décédé au niveau de la banlieue, il allait prendre contact avec leur famille pour prendre son dossier, ajouter
au dossier qu'il avait déjà. Mais c'est pourquoi je dis, lui, quelque part, il est venu faire son job, mais ça lui permet également d'avoir une publicité à l'international, puisque c'est un avocat international. À qui ou à quoi profiterait cette publicité mais d'autres opposants seraient tentés, quand il y a des problèmes, de lui dire de venir les défendre. Puisqu'on voit quelqu'un qui mouille le maillot, comme on dit. Parce que tu prends le risque de rentrer dans un Sénégal où il y a un mandat d'arrêt contre toi, un mandat d'arrêt international même d'ailleurs, mais ça veut dire que ce monsieur-là, si tu lui demandes de te défendre, il est prêt à s'engager complètement pour défendre son client. D'ailleurs, on le lui connaît. Il a été conseiller juridique de Juliana Assange avec le problème de Wikileaks, parce qu'il aime également les dossiers qui ne sont pas simples. Il a été avocat également des Gilets jaunes, alors que quand on se rappelle de l'épisode des Gilets jaunes, la France avait traversé des périodes extrêmement difficiles. On peut rapprocher ça un peu à ce qui se passe au Sénégal. Ce que Juan Branco souhaite aussi, c'est la libération de l'ensemble des prisonniers politiques, commençant par son client, qu'il considère comme l'un d'eux. Oui, il a été très clair lors de la conférence de presse. Il a dit, comme on l'a libéré lui, il faut également que sa libération soit le point de départ de la libération des autres prisonniers politiques, puisque c'est l'expression qu'il utilise. Bien sûr, en commençant par son client Ousmane Sonko, mais dans la prison, il a rencontré d'autres militants de PASTEF, d'autres individus arrêtés à travers des manifestations et autres. Donc, il a demandé à ce que toutes ces personnes, pas seulement soient libérées, parce qu'il a précisé de façon claire que c'est ça l'attente des Sénégalais. Et il va très loin en disant que c'est indispensable parce que c'est ça qui va permettre l'alternance. Bon, c'est un peu ça également qui dérange le Sénégal avec cet avocat. Il ne reste pas dans le domaine juridique seulement, il descend également sur le terrain politique en disant que clairement, il faut qu'on libère ces gens puisque ça va permettre la transition démocratique, comme il l'a utilisé, que le peuple sénégalais réclame. C'est exactement l'expression qu'il a utilisée. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut que Ousmane puisse être candidat et même gagner les élections parce que c'est remplacer ceux qui sont là. Et la question qu'on se pose, lui, avocat français, et comment a-t-il découvert le Sénégal et comment s'est-il fait connaître par les Sénégalais? Ben, je ne peux pas répondre véritablement à la question, mais quand il y a ce genre de causes difficiles, vous avez deux situations. Parfois, la personne elle-même, le client, Ousmane Sonko, peut prendre contact avec un avocat parce qu'on a besoin de faire du bruit à l'international. Puisque parfois, dans les procès, il y a également cette pression qui est là, qui est importante. Tout comme ça peut être le contraire, puisque vous avez des avocats qui viennent trouver des causes à l'interne comme à l'international et qui viennent s'associer sans pour autant demander en retour des honoraires. On le voit de temps en temps avec ce qu'on appelle les avocats des causes perdues. Je pense, pour le cas de la France, à Maître Vergès, qui avait brillé sur ce terrain-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui admirait Maître Vergès et qui veut faire comme Maître Vergès en voulant lui également aller défendre. Mais lui, il est encore très jeune. Beaucoup de gens dans l'interprétation considèrent qu'il fait également sa propre promotion, il fait également sa propre publicité dans cette action-là, qu'il gagne de l'argent ou pas. Il était bien conscient des risques d'être arrêté s'il mettait pied au Sénégal, mais il a fait quand même, il a avoué, comme vous le dites, lors de cette conférence de presse, j'ai pris des risques. Mais c'était une défiance vis-à-vis des autorités sénégalaises? Mais oui, c'était une défiance. Parce que le monsieur est considéré par le Sénégal au moins comme un délinquant. Raison pour laquelle le Sénégal a délivré un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire, ce n'est même pas attrapez-le au Sénégal, mais même si vous le voyez ailleurs, attrapez-le et amenez-le. Mais s'il a le courage de venir au Sénégal, s'il parvient à rentrer dans le territoire sénégalais, c'est déjà un problème. Nos frontières sont comment? On a toujours dit qu'elles sont poreuses. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont écrit sur la question en disant, attendez, vous ne posez pas le vrai problème. Le problème que vous posez n'est pas le bon. Le vrai problème, c'est comment se fait-il que celui-là, que le Sénégal demande à être arrêté à l'international, vienne traverser les frontières du Sénégal sans être arrêté, vienne se promener à l'intérieur du Sénégal, vienne assister à une conférence de presse, tenir tête aux forces de défense et de sécurité du Sénégal pendant pratiquement une semaine. Et là, effectivement, ça met à mal
le Sénégal. C'est pourquoi dès que le Sénégal l'a attrapé, bon, on s'est pressé de faire conférence de presse pour dire qu'on l'a attrapé, puisqu'il fallait quand même redorer le blason des forces de défense et de sécurité du Sénégal, parce que ça ressemblait véritablement à une grosse faille à leur niveau. Mamadou Diop, vu ces derniers événements avec l'avocat Juan Branco, le mandat d'arrêt mis contre lui est-il sans effet? Ben, il n'y a plus de raison de mandat d'arrêt, puisque on lui a donné une liberté, j'allais dire conditionnelle. Mais bon, est-ce que vous croyez que si on convoque Juan Branco, à moins que ça ne soit sa propre volonté, il va venir répondre? Et ça pose actuellement un sérieux problème au Sénégal. Pourquoi on libère Juan Branco et on ne libère pas Ousmane Sonko? Bon, les gens posaient le problème également, pourquoi on ne libère pas Pape Alé Niang? Qu'est-ce qui fait la différence entre Ben, les deux cas? Juridiquement, je ne vois pas de différence, puisque Sonko est en détention provisoire. Il n'a pas encore été condamné. Mais si Sonko est chez lui à la maison, est-ce qu'avoir Sonko au tribunal pour un jugement ne présente pas plus de garanties qu'avoir Juan Branco au tribunal à Dakar alors que lui, il est rentré en France? Où on a le plus de chances d'avoir l'un ou l'autre au niveau du tribunal, c'est avec Sonko qu'on a le plus de chances. Mais pourquoi le garder en prison? Parce que quand le ministre parlait, il s'est peut-être piégé, le ministre de la Justice, il a dit que l'emprisonnement, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. C'est pourquoi on l'a inculpé et on l'a laissé en liberté provisoire. Mais on aurait pu faire la même chose avec M. Sonko, avec Pape Alé Niang, qu'ils ont finalement, je ne dirais pas libéré, ils s'en sont débarrassés parce que Pape Alé Niang a fait une grève de la faim totale, au point que son état de santé s'est complètement détérioré. Les organisations internationales ont commencé à dénoncer, ils l'ont libéré. Mais est-ce que c'est ça qu'on va faire? On va attendre que chaque détenu fasse la grève de la faim, se trouve très mal en point avant qu'on lui donne une liberté provisoire? On n'a qu'à nous expliquer, est-ce que dans le droit sénégalais, Juan Branco a un droit que les autres détenus provisoires n'ont pas? Et ça fait un gros débat actuellement au niveau du Sénégal. Justement, son client Ousmane Sonko a été récemment admis aux urgences. Lui qui observait une grève de la faim attend des informations sur l'évolution de son état de santé. Oui, on a des informations qui sont contradictoires, puisque lors de cette rencontre où le ministre de la Justice parlait de Juan Branco, les journalistes l'ont bien sûr interrogé sur le cas Ousmane Sonko et le cas Pape Alé. Comme Pape Alé est sorti, bon, ce n'est plus la peine de revenir sur ce qu'il a dit. Sur le cas Ousmane Sonko, ce que le ministre dit est différent de ce que ses avocats disent. Parce que le ministre dit que M. Sonko a arrêté la grève de la faim. C'est ce qu'il a dit devant les journalistes. Mais les avocats ont démenti immédiatement. Maître Ciré Bathily a été très clair en disant qu'il continue la grève de la faim. Quand vous regardez la conférence de presse de Juan Branco, lui également, il dit qu'il est malade, il est sérieusement malade, il a même dit de quoi il souffre, mais en même temps, lui, il demande à M. Sonko d'arrêter sa grève de la faim. Bon, quelqu'un qui n'est pas en grève de la faim, pourquoi on va lui demander d'arrêter la grève de la faim? Donc, entre ce que le ministre a dit, ce que Branco dit, ce que Ciré Bathily dit, il y a autre chose. Et les proches également de Sonko disent qu'il n'a pas arrêté la grève de la faim. Et pendant sa détention, l'avocat Juan Branco avait lui également refusé de s'alimenter. Une action de solidarité envers son client? Bon, pas seulement une action de solidarité, mais certainement une pression. Parce que ce n'est pas un Sénégalais, c'est un Français. Et je disais que ces gens-là, quand vous avez leurs citoyens entre vos mains, ils sont là à regarder qu'est-ce qui se passe. Ben, imaginez un Juan Branco qui fait une grève de la faim et qui se retrouve dans des conditions extrêmement difficiles au Sénégal. La France, même si c'est de façon officieuse, la France va réagir. Donc, lui, c'était un moyen de pression pour amener les gens à s'occuper rapidement de son dossier. D'ailleurs, ce n'est pas ça seulement qu'il a fait. Il n'a répondu à aucune question. Quand on l'a interrogé, il n'a répondu à aucune question. Il avait dit même aux avocats sénégalais, ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin d'être appuyé dans quoi que ce soit. Et c'était ça sa stratégie. Il s'est tué. Donc, c'était une patate chaude, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc, l'État sénégalais a préféré se débarrasser très rapidement de cette patate chaude. Pour finir, quelle solution de sortie de crise au Sénégal? Est-ce que les épisodes du feuilleton Sonko sont loin d'être terminés? Mais c'est extrêmement loin d'être terminé parce que ce monsieur est là actuellement malade, au point même que l'on indique de quoi il souffre, et c'est très sérieux quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le laisse continuer à souffrir dans ces conditions? Certainement non. Vous avez même actuellement une pétition qui est lancée pour que les Sénégalais lui demandent d'arrêter de faire la grève de la faim parce qu'on a besoin de lui
pas seulement vivant, mais également en très bonne santé à cause de l'espoir que certains Sénégalais portent sur lui. Bon, est-ce qu'il va entendre le message ou pas, je ne sais pas. Maintenant, la solution, c'est la négociation. Il va falloir qu'il y ait une négociation parce que c'est par la négociation qu'on a réglé le cas de Karim Wade et de Khalifa Sall, en faisant en sorte qu'ils puissent devenir candidats aux prochaines élections alors qu'ils avaient déjà été condamnés et cette condamnation les empêchait de pouvoir être candidats. Mais si on peut le faire pour les uns, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche de le faire pour les autres, puisque je le rappelle encore une fois, à l'heure où nous parlons, Ousmane Sonko n'a pas été condamné. Et qui doit-on inviter à la table des négociations? Mais lors des négociations, il y a quelqu'un qui avait dit, il y a dialogue, mais il y aura redialogue. J'utilise son expression puisque Oui, l'objet de la crise, dialogue l'origine de la politique crise, avait... on faisait un dialogue en laissant de côté une partie. Mais ce dialogue avait déjà rendu ses conclusions. Oui, mais non, il disait ça avant que le dialogue ne commence. En disant il y aura dialogue, mais il y aura redialogue parce que le dialogue pourra régler certaines questions. Mais il y a d'autres questions que le dialogue ne va pas régler, alors que ces questions également méritent qu'il y ait un dialogue. Mais il est en train d'avoir raison parce qu'actuellement, ce qu'une bonne partie des gens demandent, c'est cela. Mais que les gens s'asseyent autour d'une table pour régler ce problème, pour qu'on puisse aller vers des élections libres, transparentes, mais surtout apaisées, puisque en fonction des sources, on est à 40 ou 50 morts sur cette affaire de Sonko sera candidat ou Sonko ne sera pas candidat. C'est déjà trop. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes de Niveau d'Info se poursuit. Merci.